Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Cotonou abrite depuis ce matin la consultation nationale pour le développement des plans d'action, des protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan. Unis de divers horizons, les experts nationaux et internationaux se penchent sur les questions relatives à la préservation des écosystèmes marins côtiers des régions d'Afrique de l'Ouest. Au point de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce journal. Mission, difficultés et rapports de la police républicaine avec les populations au Bénin, ce sont les aspects développés par le capitaine Denis Sago dans son ouvrage présenté au public ce mardi. Le lancement officiel de ce livre a été parrainé par le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Les détails sur ce livre dans un instant. 31 janvier 2020, c'est une date qui allume des voyants rouges pour tous les chefs d'établissement, privés comme publics en République du Bénin. C'est la date butoir exigée par l'Office du bac pour la collecte des dossiers des candidats au baccalauréat session de juin 2020. À l'instar de leurs collègues d'autres régions, les responsables d'établissements scolaires de Latitingou s'activent pour se mettre à jour. Dans ce journal, nous ferons un tour au lycée des jeunes filles de la cité de Lanco pour le constat. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Cérémonie d'ouverture de la consultation nationale pour le développement des plans d'action, des protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan à Cotonou. Les experts nationaux et internationaux viennent de plusieurs pays de la sous-région pour prendre part aux activités. Ils se penchent sur les questions relatives à la préservation des écosystèmes marins côtiers des régions d'Afrique de l'Ouest. Les travaux durent 3 jours. Reportage. À cette rencontre des experts nationaux et internationaux qui interviennent dans la préservation des écosystèmes marins et côtiers, des réflexions se mènent pour le développement des plans d'action, des protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan. Une initiative pour appuyer les pays de la sous-région à améliorer la planification et la gestion de l'environnement. La dégradation des écosystèmes marins et côtiers constitue une menace de plus en plus sérieuse, une menace de plus en plus préoccupante. Il urge donc de mettre en œuvre des actions de sauvegarde en vue d'une gestion durable de ces écosystèmes. Deux rencontres, Abidjan en septembre 2018 et Libreville en septembre 2019, de partage de haut niveau ont permis de développer des plans d'action et mise en œuvre des protocoles qui vous est soumis durant les 3 jours à venir pour appréciation. Ces rencontres également ont permis d'identifier et d'analyser les synergies entre les différents protocoles, mais également d'établir une feuille de route pour les consultations nationales. Plusieurs points seront abordés, dont la question des normes environnementales et celles relatives aux activités d'exploration pétrolière et gazière, la pollution marine, le protocole de gestion intégrée des zones côtières et de son plan d'action. La rencontre est mise sous la coupole du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable. Les objectifs de ces protocoles cadrent parfaitement avec la vision du programme d'action du gouvernement 2016-2021 en son 3e pilier. Cette vision norme s'exprime également à travers les nombreuses actions déjà mises en œuvre. Nous pouvons citer entre autres l'adoption des lois relatives à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale, à la pêche et à l'aquaculture au Bénin, à la réglementation des changements climatiques en République du Bénin, la sécurisation et le nettoyage permanent des plages, la protection et la valorisation de la côte marine. Les échanges permettront aux experts nationaux d'harmoniser les idées avec celles des autres parties contratantes afin de disposer de recommandations réalistes et réalisables. Lesquelles recommandations seront adoptées dans 4 mois en République démocratique du Congo à l'occasion de la 13e convention des parties contractantes. Le Bénin est en chantier, vous le savez déjà, surtout avec le projet asphaltage qui prend en compte plusieurs quartiers de Cotonou. Nous irons ce soir au quartier Aquaqua pour faire un zoom sur les chantiers ouverts. Les travaux de finition en cours par endroits semblent traîner. La mission de contrôle veille au grain et relève au passage des anomalies. On enregistre quelques grincements de dents dans le rang des populations riveraines. Et pendant ce temps, l'entreprise en charge des travaux rassure. Le constat avec Herman Parfait, Aniabosso.
Dans les zones concernées par les travaux d'asphaltage, ici au quartier Akpakpa, le terrain est bien balisé du moins par endroits. Les dispositifs visuels et autres moyens de bord sont utilisés pour indiquer aux usagers et riverains la conduite à tenir. Les habitants des arrondissements concernés par les travaux sont désormais habitués au bruit de gros engins pour le transport de matériaux de construction, mais aussi à la bonne ambiance de travail qui règne chez des ouvriers identifiables par leur tenue de travail. Les travaux se poursuivent inlassablement. Ils sont presque achevés par endroits. Mais le seul hic, c'est encore les difficultés d'accès aux maisons. S'il faut travailler, vous allez prendre tout le temps pour travailler sur la voie soit correcte. Mais devant les portails, les enfants ne peuvent pas sortir pour s'amuser. Les gens ne peuvent pas passer. On est fatigué avec ça. Oui, nous avons reçu des plaintes, mais j'exhorte aussi nos administrés à plus de patience et à cerner davantage leur devanture. Vaille que vaille, les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes. Plus précautionneuses, parce que devant désormais faire avec les difficultés de circulation liées à l'entreposage des matériaux et des piquets enfouis dans le sol par endroits. Alors même que les travaux semblent piétiner aux yeux des riverains, l'entreprise HNRB, qui s'en occupe, dit rester dans les délais et rassure de la fin imminente des travaux. Et je suis sûr qu'on va finir bien avant les délais quand même, qui nous ont été donnés pour la finition des travaux. Sinon, nous avons une nouvelle mission de contrôle, c'est le ministère du cadre de vie. Et ils font un suivi effectif de tout ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et ils nous aident, ils nous accompagnent aussi à mieux faire, à bien faire et à terminer dans les délais nécessaires. En tant qu'autorité locale, j'invite la mission de contrôle à faire des descentes répétées sur le terrain afin de motiver l'entreprise à vite avancer dans la finition des travaux. Est-ce que vous arrivez même de descendre sur le terrain, de voir ce qui se passe? Tous les matins, je suis sur le chantier. Sur un autre front, la caméra ici n'est pas la bienvenue, surtout pour les responsables chinois qui essuient les mises au point du chef de la mission de contrôle. En cause, les anomalies relevées sur le chantier. Non, même là où vous avez coulé, vous avez cassé. Il n'y a pas de limite. Là où vous avez coulé, c'est pas fait dans les normes, vous cassez, vous reprenez. Ici, c'est HNLV et je suis mission de contrôle de HNLV. Vous devez faire les choses dans les normes. Ailleurs et toujours dans la même zone, c'est une équipe de techniciens de Bénin Télécom que nous surprenons en pleine activité d'enfouissement de câbles dans le sol. Bon, on fait le travail de Bénin Télécom, réseau national. Bon, on met les tuyaux sous de chaud là. On met tuyaux dedans et puis on met les câbles de 45 sur là-dedans. C'est les travaux qu'on doit faire avant de finir les devantures des maisons. Sans ces travaux-là, on ne peut rien faire. Ce qui pourrait expliquer les diligences en cours pour finir les travaux au grand bonheur des populations et des usagers de la route. Merci à vous, Herman Parfait Nabousso, pour ce constat. Nous allons à présent dans le Nord Bénin où l'harmattan sévit avec atrocité ces derniers jours dans certaines localités de la commune, dans la commune de Natitengou. Localité choisie pour vous, Bongou, un village de l'arrondissement de Peporiakou. Pour lutter contre cette fraîcheur, jeunes, femmes et vieillards se retrouvent autour du feu pour se réchauffer très tôt les matins. Avec nos reporters Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou, nous irons vivre l'ambiance qui prévaut dans les ménages en cette période où la fraîcheur dicte sa loi à hommes, femmes et bêtes. Reportage. Autour de ce feu nourricier en cette matinée glaciale du mois de janvier, enfants, femmes, jeunes et vieillards, tous membres d'une même famille à Bongou, localité de l'arrondissement de Peporiakou, commune de Natitengou. Tout comme cette famille paysanne, la plupart ici se retrouvent chaque matin autour du feu, histoire de se réchauffer et se mettre à l'abri de la fraîcheur atroce qu'impose l'harmattan qui sévit en ce moment dans toute la partie septentrionale du pays. À partir de 6h du matin, 5h30 déjà, nous sommes tous réveillés. On est autour du feu pour en sortir de l'harmattan. On se retrouve autour du feu ce matin à cause de la fraîcheur. C'est trop, on ne peut pas supporter, surtout à partir de 5h. Même les enfants sont déjà réveillés, les parents. On se retrouve aussi à côté du feu pour qu'on se sorte de la fraîcheur.
Donc chaque matin, c'est ce qu'on fait pour que la fraîcheur nous quitte un peu. Dans ce village situé à environ 10 km de Natitengou, l'habitat est constitué de cases rondes faites en matériaux précaires, ce qui expose les populations à la fraîcheur chaque année en période d'harmattan. Et pour se mettre à l'abri de cette fraîcheur glaciale, les populations optent ici pour le feu les matins et les nuits dans les cases, surtout pour les personnes du troisième âge. Une pratique ancienne qu'elles ont héritée de leurs ancêtres. À partir de 3 heures, c'est le feu aussi, on allume dans les chambres. On allume le feu dans les chambres pour aussi s'en sortir. C'est pas que ils vont laisser comme ça. Ils sont là, ils vont prendre des boîtes pour rentrer dans la chambre et allumer le feu aussi. Et c'est comme ça, à partir de 6 heures là, on va sortir avec la famille pour rester à côté du feu. Et dans les chambres des vieillards, ils utilisent des gros bois qu'ils allument pour réchauffer un peu les chambres, juste pour empêcher l'harmattan. On est né trouver ça. Depuis même nos grands-parents qui sont là, c'est souvent comme ça. C'était une pratique de nos grands-parents. Sommes nés, nous avons vu, c'est comme ça et c'est depuis le temps de nos grands-parents. Par le passé, l'on dénombrait plusieurs pertes en vies humaines dans le rang des vieillards en période d'harmattan. Mais cette année, aucun décès n'est enregistré dans ce village. Beaucoup, les gens meurent ici à cause de l'harmattan, surtout les vieilles et les vieux. On perd beaucoup de personnes ici à cause de ça. Et donc nous sommes obligés chaque matin de venir s'installer au niveau du feu. Lorsque l'harmattan commence, c'est que nous avons parfois la mortalité des vieillards. C'est surtout les vieillards qui n'arrivent pas à résister à ce phénomène de l'harmattan. Mais lorsque nous accompagnons par le réchauffement à travers le feu, nous arrivons à y remédier. Au-delà de la chaleur qu'elle procure, les populations profitent également de ce feu matinal pour griller de petits yams qui leur servent de petit déjeuner. Et après ça, on grille des petits bouts de yam pour des petits déjeuners. Vent continental sec venant du Sahel, l'harmattan souffle chaque année du mois de décembre à février. Si cette année, ses effets sont plus ou moins modérés à Natitengou en raison de la concentration des infrastructures dans les villages périphériques, on se croirait en Haute-Sibérie et tous les moyens sont bons pour se protéger contre la fraîcheur. Eh bien, je l'annonçais en titre, un livre éclaire désormais au Bénin sur la mission, les difficultés et les rapports de la police républicaine avec les populations. C'est un ouvrage écrit par le capitaine Denis Sabo et rendu public officiellement ce mardi à Abomey-Calavi. La cérémonie officielle a été parrainée par le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada Tanguy pour le canton de Bada. Le livre du capitaine Sabo est en 2 parties et a double objectif. Il veut d'abord déconstruire les mythes et fantasmes autour de la police républicaine, une institution de la population et à son service, mais passée dans l'inconscient collectif populaire comme un outil de répression, de brimade et au service essentiellement du politique. Et cette image-là, l'institution elle-même a joué un rôle à l'instaurer. Il n'est pas rare de constater des cas d'agression, des cas d'abus d'autorité, des cas de rançonnement. Tous ces comportements ne sont pas de nature à rassurer la population et à l'inciter à venir vers la police pour l'aider à accomplir sa mission. Mais l'impression que nous avons de la police, c'est tout comme si elle était notre ennemie. C'est tout comme si la police était l'ennemi, n'est-ce pas, du peuple. Maintenant, le deuxième objectif est de contribuer à restaurer un nouveau commerce, un nouveau partenariat entre les populations et la police, afin que le rapport quitte le champ conflictuel et de méfiance pour s'ancrer dans l'assurance et la complicité. Et pour cela, chaque acteur, au-delà des 2 partenaires en présence, a un rôle à jouer, défini par le bouquet dans sa deuxième partie. Ce rôle est prioritairement d'information pour la connaissance des droits et devoirs de chacun pour la production de la sécurité. Nos besoins aujourd'hui, c'est de nous connaître. C'est de nous connaître les uns les autres et c'est de prêter main forte à la police républicaine pour que le travail puisse se faire. L'ouvrage, enfin, propose un cadre de concertation et d'échange entre la police et la population. Un cadre au niveau du sommet. L'idée de cadre est de faciliter la maîtrise des règles de collaboration entre les 2 partenaires. Une proposition saluée par le maire
qui a exhorté les élus locaux et communaux à prêter main forte. Parrainer cette cérémonie est pour la première autorité d'Abomey Calavi une raison de plus qui justifie son attachement à la culture et à l'excellence. On se rappelle l'implantation de bibliothèques sur le territoire de la commune pour contribuer à l'épanouissement intellectuel des populations. Le chef de l'État a installé le Conseil national de l'éducation ce mardi en présence de plusieurs personnalités au palais des congrès de Cotonou. Il s'agit d'une institution dont il a rénové les attributions après sa prise de pouvoir en 2016. Le Conseil national de l'éducation, qui se veut désormais apolitique, est doté d'attributions fortes et de mécanismes de fonctionnement digestes en vue d'aller vite dans la résolution des sévères crises que traverse l'éducation béninoise. Mais pour parvenir à cette rénovation, le Conseil national de l'éducation a traversé de grands moments de sa conception à sa mise en œuvre. Des précisions dans ce reportage. Sur le site internet autrefois dévolu aux activités du candidat Patrice Talon, l'engagement reste inscrit en lettres d'or. Réhabiliter et réformer le Conseil national de l'éducation pour mieux structurer la politique nationale dans le secteur. De la promesse, le chef de l'État est passé aux actes ce mardi en installant les membres du CNE version nouveau départ. Tous les acteurs étaient au rendez-vous, sauf les organisations syndicales absentes dans la nouvelle charpente du CNE, consacrée autrefois tout comme les parents d'élèves comme membres influents. Elle ne siège plus. Le Conseil national d'alors, les parents étaient membres. J'avais représenté la FENAPEB au sein de ce Conseil national de l'éducation. Bon, c'était, disons, une expérience que nous avons tous vécue. Maintenant qu'il est question de ne mettre que les hautes compétences à la tête de cette institution, nous n'avons rien contre. Non pas parce que les parents, il n'y a pas de hautes compétences parmi les parents. Les parents n'ont pas pu avoir leur place au sein de ce Conseil national de l'éducation, mais ce n'est que partie remise. Moi, je crois que tôt ou tard, le régime comprendra que les parents ont quand même leur mot à dire de manière très pointue au sein de ce Conseil national de l'éducation. Mais qu'à cela ne tienne, nous accompagnons, nous sommes engagés pour accompagner le système éducatif parce qu'il s'agit du devenir de nos enfants. Instaurer un Conseil national de l'éducation qui permet d'une part de proposer une thérapie objective aux problèmes que rencontre le système éducatif béninois et d'autre part d'inclure toutes les parties prenantes à une éducation de qualité sous tout rapport. Patrice Talon a gagné le premier pari. Le second est toujours objet de débat, mais le CNE minimise. Oh non, je ne crois pas que ce soit une institution de trop. Vous avez entendu le président de la République parler. Il a bien rappelé à l'Assemblée que nous avons une certaine autonomie. Nous avons été élus non par un système politique de financement des élections. Donc à partir de là, je me sens redevable vis-à-vis de personnes, comme les membres du Conseil qui ne sont redevables vis-à-vis de personnes, sauf de l'engagement présidentiel, de l'orientation politique dans lequel on dirigera, on nous lancera vers le développement. C'est un conseil qui doit permettre à l'État d'appliquer sa vision, sa politique donc de l'enseignement général et de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne en particulier. Donc les décisions importantes qui vont concerner l'éducation vont passer donc par le Conseil national de l'éducation, seront étudiées et les propositions seront faites au gouvernement pour améliorer un peu notre système qui est, comme on l'a vu, qui ne répond pas trop bien aux exigences de notre pays pour le moment. En 2018, Patrice Talon abroge le décret de l'ex-président Boni Yayi instituant le Conseil national de l'éducation. Dans la même année, il prend un nouvel acte par la même procédure pour le réhabiliter. Première particularité notée. On passe d'un décret de 9 pages à un test de 18 pages qui se veut méticuleux, concis et renseignant suffisamment les acteurs sur le nouveau cap à prendre. Deuxième acte fort. Une invite à la rationalité avec la diminution des membres constituant le CNE. Comme un chef qui va toujours au bout de ses idées, Patrice Talon s'installe aux premières loges ce mardi 21 janvier 2020 pour lancer sa réforme phare du système éducatif.
et rien ne sera plus comme avant, a-t-il lancé à ses alliés politiques depuis le pupitre, convaincu qu'il a sonné le glas des institutions appendices de formation politique. Et quelques heures seulement après l'installation de la nouvelle équipe du Conseil national de l'éducation, votre télévision Canal 3 Bénin a recueilli pour vous les attentes d'un certain nombre d'acteurs du secteur. Dans le privé, par exemple, au-delà de la subvention de l'État qu'ils espèrent, ils veulent que leur soit accordée une attention particulière en ce qui concerne le renforcement des capacités des enseignants et des innovations qui peuvent induire une éclosion efficace du secteur éducatif. Voici les propos recueillis par Teddy Boudalo. C'est une très bonne chose, parce qu'il faut un creuset pour débattre des questions de l'éducation. On ne peut pas débattre des questions de l'éducation dans la rue. Le conseil dernier n'a pas comblé nos attentes, parce que nous qui sommes du privé, on attend beaucoup d'eux. Parce que l'État, en principe, les cours privés sont en train d'aider l'État. Il faudrait quand même les aider en subventionnant. Les cours privés ont trop de charges, les écoles privées ont trop de charges. Le paiement du personnel, tout ça là, si l'État ne leur vient pas en aide, ce serait vraiment la catastrophe. Quand vous regardez les résultats que nous produisons dans les écoles privées, c'est que nous essayons quand même d'envoyer ou bien de produire de bons élèves, et il faut que l'État soit en mesure vraiment d'aider ces écoles privées à émerger davantage. Nous voulons aussi que ce conseil-là travaille à ce que le système scolaire béninois soit vraiment rehaussé, que le niveau des enseignants soit élevé et que le niveau des élèves aussi soit élevé. Nous avons besoin vraiment des enseignants qu'il faut pour les élèves et des élèves mieux formés. Nous voulons aussi que l'enseignement soit accompagné de la parole de Dieu. Si on peut aussi être un peu regardant dans ce sens, essayer d'accompagner, essayer de ramener, par exemple, l'étude biblique dans l'éducation pour que les enfants soient en quelque sorte accompagnés avec la parole de Dieu, avec la crainte de Dieu. Cela pourrait vraiment donner un plus à l'enseignement. Qu'on laisse carrément la politique à part et qu'on discute réellement des réalités de l'éducation et que chacun donne son point de vue pour que le Bénin puisse sortir gagnant de ce conseil-là. Avec le président qui est en place, il y aura déjà un grand changement, c'est un nouveau départ pour l'éducation béninoise. Et nous voulons aussi demander que cette nouvelle équipe qui vient d'être installée travaille aussi à ce que les écoles privées soient bien suivies par les conseillers pédagogiques. Vous voyez, nous sommes dans les privés et les conseillers pédagogiques travaillent un peu plus dans les collèges publics que les collèges privés. Nous voulons que les conseillers pédagogiques interviennent aussi, viennent aussi voir comment les choses se passent, viennent aussi inspecter nos enseignants ici en classe pour aider à corriger un peu l'état, ce qui ne va pas, pour que nos enfants dans les privés aussi soient mieux suivis. Il va falloir que ce conseil travaille des deux côtés pour que les privés ne soient pas laissés pour compte. Il faut véritablement aider les enseignants des écoles privées pour qu'ils s'imprègnent de ce qui se passe dans le public. Souvent, c'est les enseignants des publics qui sont privilégiés. Et c'est pas bon. Si ce conseil peut travailler pour permettre à ce que les enseignants des écoles privées trouvent aussi leur part, je crois que ça va aider beaucoup les enfants, puisque l'éducation, ça concerne tout le monde. Et nous travaillons pour les enfants du Bénin. Aux autres pays, en ce qui concerne l'éducation. Donc, je voudrais que ce conseil installé maintenant, fasse en sorte que l'école béninoise sorte de l'ornière, qui suit le conseil du chef de l'État et tout ira bien.
Encore un nouveau docteur à l'université d'Abomey-Calavi, son nom Mathias Armandégué, étudiant de l'école doctorale des sciences exactes et appliquées de l'université d'Abomey-Calavi. Il a soutenu son travail de recherche ce mardi dans les locaux de la faculté des sciences de santé à Cotonou. À l'arrivée, le mérite du travail a été reconnu et son auteur décroche le grade de doctorat en chimie et application avec la mention très honorable. Voici les précisions de Narcisse. Alors, un peu moins de 3 heures pour convaincre ce jury dont les membres viennent des universités du Bénin, du Togo et de la Belgique. Après avoir délibéré, accepté le travail, lui a décerné le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi, spécialité chimie organique, avec la mention très honorable. Des applaudissements nourris et un grade de docteur qui viennent couronner des efforts faits sur un thème d'actualité, phytochimie et activités antidiarrhéiques de 3 plantes utilisées dans le traitement de la diarrhée au Bénin. La diarrhée, d'abord, elle est symptôme de plusieurs maladies et c'est source de malaise. En plus de ça, elle touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans et on dénombre chaque année dans le monde des millions de décès pour cause de diarrhée. Donc c'est utile que la science se pense sur cette maladie pour apporter une solution et limiter les dégâts. Le sujet est intéressant. Ça traite d'un problème de santé publique et c'est d'actualité parce que la diarrhée nous guette partout. Avec un travail préparé sous la direction d'Éléonore Yahi-Ladikan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Impétran s'est appuyé sur des connaissances endogènes pour proposer une nouvelle méthode de traitement de la diarrhée. Les enjeux, c'est de mettre à l'avenir un phytomédicament moins coûteux, efficace, sans effet toxique. Une fois en plus, nous venons de démontrer qu'on peut faire confiance à nos plantes médicinales et que l'ODD3 est déjà presque une réalité. Seulement, les travaux de recherche ont duré 6 ans, de 2014 à 2020, conséquence des mésaventures connues par l'Impétran. J'ai commencé les recherches et 1 an de recherche. Les gens m'ont déposé de mon ordinateur avec toutes les données. Et cela m'a ralenti un peu. Et le comble, c'est que le 28 décembre 2018, après mon dernier point de thèse qui m'autorisait à soutenir en février dernier, j'étais venu au stade de l'amitié pour acheter une paire de chaussures. Les gens ont cambriolé mon véhicule et ont pris encore le sac avec l'ordinateur et tout ce que cela comporte. Tout ceci a été précédé d'un accident de circulation qui a occasionné la fracture au niveau de l'un de ses membres inférieurs, mais jamais il n'a abdiqué. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que ce quarantenaire fait son entrée dans le cercle des docteurs à l'université d'Abomey-Calavi. Je l'ai annoncé en début d'édition, le 31 janvier 2020, voilà la date butoir exigée par l'Office du bac pour la collecte des dossiers des candidats au baccalauréat session de juin 2020. À l'instar de leurs collègues d'autres régions, les chefs d'établissements privés comme publics de Nati Tengou sont à pied d'œuvre. Un tour au lycée des jeunes filles de la cité de Nanto, où une équipe de la DOB reçoit les premiers dossiers, a permis à nos reporters des départements de l'Atakora et de la Danga de constater que plusieurs chefs d'établissement sacrifient à cette exigence. C'est un reportage signé Régis Hippolyte à Grosso. Vérification des dossiers des candidats au baccalauréat session de juin 2020 par les chefs d'établissement pour d'éventuels réglages avant le dépôt ce lundi 20 janvier 2020 en déplacement au lycée des jeunes filles de Nati Tengou pour le compte du département de la Takora. 16 envoyés de l'office du baccalauréat procèdent ainsi à un premier tour de ramassage des dossiers des candidats au premier diplôme universitaire de cette année. Nous sommes là depuis 9h, essentiellement pour le ramassage des dossiers des candidats. C'est juste le premier tour du ramassage pour les candidats de la Takora. Et nous terminons à 18h. Directeurs, censeurs et autres responsables d'établissements publics comme privés s'attellent donc ici à cet effet. Oui, c'est conformément
au communiqué lancé par l'Office du bac. C'est le premier passage pour le ramassage des dossiers du bac. Et c'est dans ce cadre qu'on est là pour venir déposer nos dossiers pour éviter les bousculades au dernier moment. Même si, à tous les niveaux, la quasi-totalité des dossiers n'est pas encore prête, l'on dépose quand même ce qu'on a pu récupérer et traiter. Chez nous, on n'a pas tout déposé. Il y a certains candidats qui lambinent encore, mais on est en train de mettre la pression pour qu'au deuxième passage de 31, qu'on puisse avoir tout à jour, pour que tout soit prêt. Nous ne pouvons pas déposer tous les dossiers ce matin. Sur 348 candidats que nous avons, on a pu recueillir, on a pu avoir que 272 dossiers. Vu que les filles sont à l'internat, on a dû mettre toute la pression pour qu'elles soient à jour. Nous pouvons tout déposer à part une seule élève qui n'est pas à jour. Elle est malade, elle n'est pas encore venue. Mais les autres, les 50 autres dossiers sont prêts. J'ai déposé tous les dossiers de mes candidats oui, parce que nous nous y sommes pris très tôt. Nous avons tout ramassé, tout rassemblé, tout vérifié et là tout est au point. Donc là je pars vraiment heureux et tranquille. À part ces rares cas où les dossiers sont prêts à être déposés, certains chefs d'établissement sont encore angoissés quant à l'impossibilité de leurs candidats de réunir jusque-là toutes les pièces pour plusieurs raisons. Il y a certains, ils ont vraiment des problèmes d'acte de naissance. Ça fait que c'est des pièces qui manquent, mais ils ont déjà introduit cela auprès du tribunal de première instance de Nati Tengu et ils sont en train de suivre les dossiers. L'autre chose aussi, c'est les frais de dossier. Les enfants ont des problèmes pour payer les frais de dossier. Donc ces enfants-là, on a essayé de les appuyer en attendant que le parent les aide pour pouvoir solder les frais. Bon, dans les dossiers, il y a certains qui attendent toujours leurs parents pour certaines pièces. Et ailleurs aussi, il y a la carte d'identité qui n'est pas prête. C'est dû surtout au problème d'établissement de carte d'identité nationale. Donc eux tous, ils n'ont pas pu l'avoir à temps. Voilà qui pose une fois encore l'épineux problème de lenteur dans l'établissement à Nati Tengu des cartes d'identité nationale due à la non-disponibilité des fiches prévues à cet effet. Un nouvel appel est donc lancé à la mairie afin que tout rentre en ordre pour permettre à ces candidats en retard dans la constitution de leurs pièces de pouvoir déposer leur dossier au plus tard le 31 janvier 2020, date butoir exigée par l'Office du baccalauréat. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de m'avoir reçu chez vous. Je retourne l'antenne à Herman Parfait à Niambossou, qui reçoit pour vous en deuxième partie de son émission Martin Assomba de l'ONG Alcré au menu de leur discussion. L'installation du Conseil national de l'éducation, les prérogatives et les défis qui attendent. Vous saurez tout avec Herman Parfait à Niambossou et son invité. Au revoir.